Bonjour. Conversation de ce jour donne la parole à un universitaire, politologue, sociologue. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et études sur le monde arabo-musulman. Intellectuel engagé, il préside l'Observatoire tunisien de la transition démocratique, fervent défenseur des valeurs progressistes et des libertés individuelles. Il est de tous les combats. Hamad El-Dissi, merci de recevoir la presse. Merci de cette présentation forte et élogieuse. Je pense que vous la méritez amplement. Alors, nous allons revenir au cours de cette rencontre sur les principaux thèmes politiques et je vous demanderai de commenter quelques grands faits de société qui ont interféré avec l'actualité politique. Donc, les Tunisiens se posent plusieurs questions, mais celle-ci revient souvent. Question récurrente, question angoissante, où va la Tunisie ? Vous connaissez la blague, on ne sait pas où elle va, mais elle y va. Vous savez, il est difficile de pouvoir anticiper sur les événements sans avoir un diagnostic de la situation. Sinon, il y a un discours effondriste, qu'on appelle effondriste, collapsologue, qui dit que les choses vont aller de mal en pis et qu'il y a un effondrement qui nous attend souvent annoncé dans les mois à venir, puis après reporté dans les 6 mois, puis dans les années à venir. Et puis vous avez les hyper optimistes sur lesquels depuis le 14 janvier, tout va bien, ne vous angoissez pas, pourquoi tant de peur, les Tunisiens sont capables du meilleur, et donc... comme du pire. Comme du pire, mais évidemment le pire c'est dans le premier scénario. Donc, il y a ces deux points de vue, et on ne peut anticiper sur la situation actuelle sans qu'on sache exactement ce qui se passe aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe aujourd'hui que nous assistons à quelque chose à laquelle on n'a pas assisté depuis le 14 janvier, c'est un délitement de l'État qui prend diverses formes et qui se déroule à travers plusieurs séquences. Du Camour Justement, j'allais vous poser la question du Camour, sans remettre en cause la légitimité des revendications des protestataires, mais il est un fait qu'ils ont fait chanter l'État. Ils ont fait plier l'État qui a été obligé d'envoyer ses émissaires pour se mettre autour d'une table et négocier. Écoutez, dans la situation du Camour, comme dans le cas du Camour, comme dans le cas de Gafsa, ou de la grève à Gafsa, ou du bassin minier et la question du phosphate. L'État a un choix cornélien entre employer la force, dont il n'a pas les moyens, il faut le reconnaître, ou bien négocier en position de faiblesse. Il n'arrive pas probablement à... C'est le cas. C'est tout à fait le cas. Oui. Mais j'entends des appels, et je lis souvent des textes appelant à l'utilisation de la force brutale et à remettre la machine économique en marche, quelles qu'en soient les conditions. Je pense que cette solution, non seulement n'est sûrement pas la bonne, mais même ceux qui ont l'autorité de la décider n'en ont pas les moyens. Et il n'y a pas de raison pour que les forces de l'ordre et l'armée travaillent pour le compte d'autrui en dehors des règles légales qui sont prescrites par la Constitution. Quand vous dites d'autrui, vous pensez à l'État ? Oui, à l'État, c'est-à-dire aux décideurs. Aux décideurs qui n'ont pas les moyens de négocier, de faire autrement qu'utiliser la force publique. Ne soyons pas hypocrites. Avec un champ politique émietté, des promesses électorales non tenues, l'instabilité qui en découle, que faut-il faire ? Changer le code électoral, le système politique ? Oui. Très bonne question. Très bonne question, et on en vient là à un des éléments clés du débat politique, du dispositif politique. Moi, je dirais les deux, mais avec beaucoup de réserves. Pourquoi je dis il ne faut pas imaginer que c'est la panacée ou que c'est la potion magique, ce sont les changements constitutionnels. Là, c'est encore le politiste qui parle contre le juriste.
n'est-ce pas? Les gens pensent qu'il suffit de changer le mode de scrutin de la représentation proportionnelle à majorité à deux tours pour que tous les maux de la terre politique, tous les maux politiques en Tunisie soient résolus. Et les gens vous disent il suffit de donner plus de pouvoir au chef de l'État pour que la situation politique s'éclaircisse. C'est faux. J'allais vous poser la question justement sur le bilan. Vous êtes en train de le faire en analysant la situation actuelle, mais il faut dire que 10 ans après la Révolution, une année après les élections 2019, l'heure des bilans a sonné, il faut le dire. Quel serait le vôtre? Écoutez, 10 ans après, c'est court dans l'histoire longue des peuples. Mais c'est suffisant pour un politiste pour faire analyse d'une situation. Dans le cadre de l'observatoire, là où vous êtes, nous avons formé un groupe de recherche d'une trentaine de personnes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup sont de grands experts, de grands intellectuels et de grands spécialistes de leur domaine, mais dirigés par Mahmoud Brumvan, Asma Nuira, Hafez Shqir, Moussa Haddad et moi-même. Et je vous dis, les choses sur lesquelles on a été d'accord, c'est que la situation, le bilan, comme on dit, comme dirait l'autre, globalement négatif. Dans quel régime sommes-nous 10 ans après? La logique de la transition, c'est une logique qui est inappropriée. C'est une logique séquentielle, unilatérale, qui pense qu'on passe de la transition à la consolidation démocratique, c'est-à-dire quand la démocratie devient la seule règle du jeu. Sommes-nous dans la consolidation démocratique? Vous allez me répondre non, puisque la démocratie n'est pas la seule règle de la cité qui est intériorisée par tous les acteurs. Nous venons d'en parler. Même les plus respectueux des institutions ont tendance à rogner sur la compétence des autres, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas dans une consolidation démocratique, mais nous ne sommes pas dans un néo-autoritarisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en Tunisie ou un système organisé de telle sorte que toutes les voix sont brimées ou réprimées. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une théocratie. Oui, alors, voilà, écoutez. c'est un régime hybride. C'est très bien. Nous sommes dans un régime sui generis, hybride. Moi, je le qualifierais, il n'y a que des métaphores pour le qualifier. Une pseudo-démocratie, ou une démocratie cartélisée, ou une démocratie électoraliste, ou une démocratie illibérale, c'est-à-dire non libérale, c'est-à-dire non respectueuse des libertés fondamentales de l'individu. Nous pouvons y réfléchir et y revenir parce que c'est important. La démocratie, ce ne sont pas seulement les élections, c'est l'état de droit et c'est les libertés. L'état de droit, nous en avons parlé, il est défaillant. Les libertés individuelles, ce ne sont pas les libertés politiques. Ce ne sont pas la liberté d'aller devenir, c'est la liberté individuelle de la personne. Le régime tel qu'il est vécu, le régime politique, le système politique, nous avons dans la réalité, sur l'échiquier, 3 présidents. Est-ce que la rivalité entre les 3 présidents contribue à envenimer davantage la situation? Absolument. Absolument. Mais il y a quand même... elle est alimentée par le système institutionnel, certes. Mais le conflit entre les deux institutionnels, c'est-à-dire, oui, le permet. Mais il faudra quand même nuancer. Le conflit entre le chef de l'État et le chef de l'ARP, c'est un conflit personnel. Il n'y a pas de grande différence idéologique entre eux, n'est-ce pas? L'un est conservateur, l'autre est islamiste. L'autre est islamiste, mais est capable de faire des concessions que le conservateur n'est pas capable de faire. C'est bizarre, c'est à la fois navrant de le dire, mais le conflit il est personnel. Qui dispose de la compétence première ou qui est le premier des premiers? J'aurais aimé que ce débat ou ce conflit fût un conflit idéologique ou sur les valeurs,
auquel cas notre choix aurait été simplifié. Mais ce n'est pas le cas. Le prime, comme on dit, le premier ministre, ou le chef du gouvernement, ou le président du gouvernement, il est dans une autre situation. Il est entre le marteau et l'enclume, il est pris en tenaille entre un président insatiable qui rogne sur ses compétences, au jour le jour et au vu de tout le monde, et publiquement, et un président de l'ARP pervers qui, évidemment, en a fait un otage. Je ne voudrais pas être à sa place. Très bien. Alors, nous allons un petit peu parler du camp libéral dont vous faites partie. Il est mis au banc du jeu politique, c'est une réalité. Voyez-vous pour l'heure une offre politique qui puisse les impliquer, les libéraux, les progressistes? Écoutez, pour l'histoire, le peuple nous a donné notre chance et on ne l'a pas prise. Il nous a donné notre chance avec Beji Caid-Sebsi. Ça, c'est pour l'histoire. Et nous ne l'avons pas prise. Et à ce jour, un véritable bilan, on en a parlé ensemble à plusieurs reprises, un véritable bilan des responsabilités n'a pas été fait, dressé, pour qu'on puisse parler de l'avenir avec ceux-là même qui ont été à l'origine de la défaite. Franchement, ils doivent se voir, et puis faire un travail, pas de mea culpa, parce que là, même à la limite, plus que mea culpa, un travail psychanalytique Oui, mais, attendez, j'en viens. Oui. Pour ce qui est... Ok, mais là c'est un élément, je veux dire, anecdotique. Il faudra d'abord, pour le futur, maintenant, le camp libéral est moderniste. C'est d'abord un camp qui, politiquement, se considère, alors, démocratique. Il est démocrate, politiquement, c'est-à-dire il reconnaît le droit à tout un chacun de s'organiser politiquement. Il est libéral au niveau des valeurs individuelles, pas seulement des libertés politiques, parce que les gens disent, c'est quoi ce qu'on modernise? Vous lui dites, c'est ça. Et évidemment, qui croit aux valeurs de l'émancipation et de l'égalité entre hommes et femmes, et qui croit à ces valeurs universalistes. C'est cela le camp libéral et moderniste. Ce camp-là, et quoi qu'on en dise, représente près de 30% de l'électorat. Comment vous savez Eh bien, bien sûr, quand vous alignez les partis qui sont de cette mouvance dont je parle, vous les alignez ensemble, nous avons à chaque fois à 30% des suffrages. Oui, mais l'électorat est abstentionniste. Non, mais attendez. Non, je vous dis de l'électorat tel qu'il s'exprime. Ah, d'accord. Ah oui, écoutez, depuis 2011, nous avons 30%, entre 20 et 30. Si vous les associez, donc, électoralement, il a un point. Ce qui est son talent d'Achille. Son talent d'Achille, c'est les divisions. Ceux qui dirigent n'ont pas compris qu'il y a une part de gâteau qui leur revient, et que cette part, une seule part, doit être partagée, et c'est leur part à tous. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien un chef qui écrase, je termine. Le leadership n'a pas émergé. Attendez. Ou un chef qui écrase, ça a été le cas de Beji, qui écrase toute velléité adverse, ou toute velléité de contestation, ou bien faute de chef. C'est-à-dire, si notre camp se met d'accord qu'il n'y aura que des candidatures uniques au niveau législatif et une candidature unique au président, je vous assure qu'on gagnera en prochaine élection, malgré le fait que nous ayons perdu la bataille des idées. Et ça, c'est très important. Ce qui a eu lieu en 2019, c'est que le camp libéral et moderniste a déjà perdu la bataille des idées. Quand on est entré en 2000, il a été revigoré par Beji, et puis Beji a été comme quelqu'un qui a tétanisé et qui a neutralisé le potentiel libéral et démocratique, et il a fait en sorte que ceux qui pensaient comme, dans son sillage, et ceux qui avaient les mêmes idées que lui ont abandonné la partie. Il y a eu la naissance. Ils ne se sont pas battus au niveau des idées.
Sebsi a choisi entre l'affiliation politique et l'affiliation biologique, il a choisi son fils. Oui. Oui. Et ceux qui l'ont combattu, ou ceux qui sont sortis de ses rangs, n'ont fait sur le plan idéologique, sur le plan des idées, ce dont on parle maintenant, ils n'ont fait que des concessions. Ils étaient lisses, et ils étaient neutres, et ils étaient indifférents à toute prise de position à caractère, non pas idéologique, je ne parle pas d'idéologie, de valeur. Et vous savez, sur les 3 ans, combien de cas il y a eu où effectivement il fallait que les libéraux et les démocrates et les modernistes disent non, ça ne passe pas, nous allons nous mobiliser ou non. C'est cela, je pense, ce qui a été... nous avons perdu la bataille des idées, nous sommes, je ne dis pas en surnombre. Du positionnement politique, oui, positionnement des idées, du positionnement... Oui, oui. Moi j'ai l'impression, paix à son âme, c'est un personnage politique qui a marqué l'histoire de ce pays, mais j'ai l'impression qu'en partant, en fermant la porte, il a brûlé la maison. Oui, oui, oui. J'en conviens, mais si on le laisse de côté, nous n'avons pas été aussi à la mesure des enfants. Qui est en mesure de résister à Béji Caïd? Non, je veux dire, non, tout notre camp. Non, je ne dis pas de l'idée, hein. Je ne parle pas de l'idée. Toutes les forces, ça va, pour moi, ça va du pacte et de Ouattara, c'est-à-dire de l'extrême gauche, ça va jusqu'à FR. Pour moi, tout ce spectre appartient à notre camp. Ainsi prend fin Conversation numéro 3, saison 2. Nous remercions Hamad Yadissi de s'être prêté au jeu des questions-réponses, lui qui n'aime pas trop les journalistes. Nous remercions également pour cette rencontre édifiante. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. مع محادثات جديدة عن قريب إن شاء الله.